tous et bienvenue sur cette formation en langage Python. Cette vidéo est présentée par moi, Badri Sheyma et Badichi Iman. Alors maintenant, je vais vous présenter brièvement notre sommaire. Cette vidéo est composée de 6 parties. Premièrement, l'historique de Python. Deuxièmement, la différence entre Python 2 et Python 3. Troisièmement, l'installation de Python sur GNU Linux. Quatrièmement, les bases de Python. Cinquièmement, les structures de base. Et finalement, les modules. Premièrement, l'historique de Python. Alors, c'est quoi Python? Python est un langage de programmation disponible sous de nombreux systèmes d'exploitation. Par exemple, Android, Windows, macOS, iOS, GNU Linux et bien d'autres encore. Python est un langage de programmation le plus intéressant du moment. Il est inventé par le néerlandais Guido van Rossum. Il est né en 1956. La première version de Python est sortie en 1991. Python est aussi un langage de programmation interprété, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de le compiler avant l'exécuter. Pourquoi Python? Python est un langage facile à apprendre et son code est plus lisible, et il est plus facile à maintenir. Il est parfois jusqu'à 5 fois plus concis que le langage Java par exemple, ainsi qu'il est un langage très populaire dans l'industrie, la recherche et l'enseignement de la programmation. Python est aussi à la fois simple et puissant. Il vous permet d'écrire des scripts très simples grâce à ses nombreuses bibliothèques, et aussi vous pouvez travailler sur des projets plus ambitieux. Quelle version de Python devra être facile à utiliser? Python 2 ou Python 3? Eh bien, ce n'est pas vraiment un débat, car chaque version a ses avantages et ses inconvénients. Avant d'aller plus loin, dans la différence entre les deux, notez que Python 3 est la prochaine génération de Python 2. Cependant, Python 2 est toujours le langage le plus utilisé par la communauté Python. Et Python 3 est sans aucun doute l'avenir de Python. Alors que certains programmeurs s'en tiennent à Python 2 en raison de son support limité pour ses bibliothèques et ses packages qui sont limités à la version 2 uniquement. Alors, c'est quoi la différence entre Python 2 et Python 3? La différence entre Python 2 et Python 3 réside premièrement au niveau de la division entière. On peut prendre l'exemple de la division de 7 sur 2. Il nous donne 3 au Python 2. Mais au Python 3, il nous donne le nombre réel, 3,5. Deuxièmement, la fonction d'affichage. Car au Python 2, nous ne sommes pas obligés de mettre les parenthèses. Mais au Python 3, nous sommes obligés de mettre les parenthèses. Troisièmement, au niveau de la fonction xrange. Au Python 2, on a le range et le xrange. Mais au Python 3, la fonction xrange n'existe pas. Mais la fonction range se comportera comme xrange. Mais même on a une différence au niveau de raise et au niveau de la méthode next. Alors Python 2 possède la fonction next et la méthode .next pour itérer le prochain élément. Mais au Python 3, n'a que la fonction next. Et sans oublier la méthode input. Car au Python 2, nous pouvons utiliser les méthodes row underscore input et output. Mais au Python 3, il n'y a pas de méthode row underscore input. Car cette dernière est remplacée par la méthode input. Alors pour passer de Python 2 à Python 3, bien que les deux versions partagent certains points en termes de fonctionnalité, ils ne doivent pas être traités de manière aussi interchangeable. Bien que Python 2 soit le langage de programmation le plus ancien et le plus populaire de la communauté, et Python 3 est le langage de la prochaine génération qui est là pour rester. L'installation de Python sur GNU Linux. Si vous êtes travaillé dans l'environnement GNU Linux, alors Python 2 est déjà installé. Et pour l'utiliser sur Ubuntu, vous devez démarrer votre machine virtuelle,
Puis, vous lancez un terminal et après, tapez la commande Python. Et voilà, vous êtes dans Python 2. Vous remarquez ici ces 3 chevrons et cela signifie que l'interpréteur Python est prêt à recevoir des instructions. Voilà. Et si vous voulez installer Python 3, lancez le terminal et tapez la commande suivante. Sudo apt-get install Python 3.5. Et après l'installation, vous tapez la commande Python 3. Et voilà, vous êtes dans Python 3. Quatrièmement, les bases de Python. Les opérations arithmétiques. Ici, on peut voir quelques petites opérations arithmétiques. Donc ici, on a A plus B signifie l'addition de A et B. Et voilà un exemple pour cette opération. A moins B signifie la soustraction de A et B. A fois B signifie la multiplication de A et B. Ensuite, on a A à la puissance B et il est symbolisé par 2 étoiles. A sur B représente le quotient réel de A et B. A modulo B représente le reste du quotient entier. A égale à B représente l'égalité de A et B. A point d'interrogation égale à B représente que A est différent de B. Les variables. Les variables sont l'un des concepts qui se retrouvent dans la majorité des langages de programmation. Autrement dit, sans variable, on ne peut pas programmer. Donc maintenant, la question qui s'impose, c'est quoi une variable? Une variable est une donnée de votre programme stockée dans votre ordinateur. Et c'est un code alphanumérique que vous allez lier à une donnée de votre programme, afin de pouvoir l'utiliser à plusieurs reprises et faire des calculs un peu plus intéressants avec. Et voilà la syntaxe de la déclaration des variables. Le nom de la variable égale à la valeur que vous voulez affecter à cette variable. Mais faites attention. Une variable doit respecter quelques règles de syntaxe incontournables. Premièrement, le nom de la variable ne peut être composé que de lettres, majuscules ou minuscules, de chiffres et du symbole souligné. Deuxièmement, le nom de la variable ne peut pas commencer par un chiffre. Troisièmement, les lettres majuscules et minuscules ne constituent pas la même variable. Par exemple, la variable nom est différente de nom et elle-même différente de nom. Les mots-clés en Python. Certains mots-clés de Python sont réservés, donc vous ne pouvez pas créer des variables portant ces noms. Et voilà un tableau qui représente quelques mots-clés en Python. Donc il y a AND, et c'est un opérateur logique. Break signifie la sortie de boucle. Class signifie la définition de classe objet. Def signifie la définition de fonction. If, c'est une condition. Elif, c'est une condition contraire. Else, c'est le contraire. Except signifie sauf et elle est utilisée après try. For, c'est une boucle. Import signifie l'importation de modules. Global, c'est la définition dans une fonction d'une variable globale. In, c'est-à-dire contient. While, c'est une boucle. Or, c'est un opérateur logique de choix. Print, c'est afficher. Return, c'est stopper la fonction courante et renvoyer sa valeur. Sort, c'est classer par ordre alphabétique. Try, c'est essayer et généralement suivi de except. Les types de variables. Python a besoin de connaître quel type de données sont utilisées pour savoir quelles opérations il peut effectuer avec. Donc voici une liste de types de variables. Il y a les variables de nombre entier int, il y a les variables de nombre décimaux float, il y a les nombres complexes de type complexe, il y a les booléens et ça peut être présenté par true ou false. Et ensuite, on a les chaînes de caractères qui sont symbolisées par str. Maintenant, je vais vous montrer un TP. Premièrement, on doit lancer un terminal. Et après, lancer la commande Python. On a déjà dit qu'en Python, les variables sont typées. Ça veut dire que le langage connaît le type de la variable que nous avons déclarée.
Par exemple, si nous tapons n égale à 100, puis nous tapons type n, le langage nous répond type int. Voilà, type int. Cela veut dire que le type de la variable n est un type entier. Nous tapons maintenant s égale à, par exemple, jeune Python. Et demandons à Python le type de cette variable. Nous obtenons type str, ce qui signifie que le type de la variable s est une chaîne de caractères. Donc en Python, il est possible aussi de tester le type d'une variable. Par exemple, tapons n égale à 10, par exemple, puis tapons type n is int. Le langage nous répond true, c'est-à-dire que effectivement le type de n est un type entier. Par contre, si nous tapons type n is str, par exemple, c'est-à-dire que demandons au langage est-ce que n est une variable de type chaîne de caractères ou non. Donc, bien évidemment, le langage nous répond false. Nous passons maintenant en structure de base et on va commencer par la structure de contrôle if. Avec uniquement la notion de variable, un langage de programmation sera plus que limité. Alors dans un code source, on doit pouvoir écrire des tests logiques. Par exemple, si une telle condition est vérifiée, alors affecter un tel traitement. Sinon, faire un autre traitement. Représentons graphiquement un exemple de test. X est supérieur à 7 est vrai, alors affectez le traitement 1. Et X est supérieur à 7 est faux, alors affectez le traitement 2. Et voilà la syntaxe de if en Python. If une certaine condition est vérifiée, suite d'instructions sera exécutée et après la suite de programme. Alors, je vais vous montrer un TP. Pour créer un fichier texte en arrière-plan, il suffit de taper cette commande. Gedit, le nom de notre fichier, par exemple if1.py3, c'est l'extension de Python 3, et je mets l'ampersand. J'utilise la commande input pour la saisie et je mets A, input, j'ouvre les parenthèses et les doubles cotes, taper la valeur de A, par exemple. Et pour terminer la ligne, nous tapons sur la touche entrée et nous écrivons if, j'ouvre les parenthèses, A supérieur à 0, mais je ne vais pas écrire directement A supérieur à 0 comme ça, car ça me envoyait une erreur. Parce que tout ce qui est tapé sur le clavier est saisi ou bien récupéré avec la méthode input sera une variable texte. Donc, je dois convertir la variable int, les parenthèses, A. Alors, je convertis la variable A en entier et je mets le caractère de point. Il faut respecter la syntaxe. Et je mets une tabulation. Ensuite, j'affiche le résultat à l'aide de la fonction print. Donc, je vais écrire ici la valeur de et je mets plus A plus et j'ouvre le double cote et j'écris et positif. Et je ferme les parenthèses. Et maintenant, j'enregistre. Et je reviens à la console. Et je tape la commande Python 3 et le nom de mon fichier. Et voilà, le programme me donne de taper la valeur de A. Et je veux mettre par exemple 5. Et voilà le résultat. La valeur de 5 est positive. Alors, est-ce qu'on peut définir des structures plus complexes en Python? Effectivement, il n'y a pas que if. On a aussi if-else. Et voilà la syntaxe de if-else en Python. Alors, if une certaine condition est vérifiée, suite d'instructions sera exécutée. Else, d'autres instructions sera exécutée. Et après, la suite de programme.
Et il y a aussi if, elif, else. If en condition 1 est vérifié, suite d'instructions sera exécutée. Si cette condition est vérifiée, bien sûr. Et if en d'autres conditions 2 est vérifiée, suite d'instructions sera exécutée. Et si les conditions 1 et les conditions 2 n'est pas vérifiée, d'autres instructions seront exécutées après la suite de programme. Et nous avons fait un TP pour mieux expliquer tout ça. Revenons à notre dernier programme, if 1. L'extension Python 3. Et nous ajoutons dans ce dernier les deux tests de contrôle elif et else. Et on va commencer par elif. Elif int a inférieur à 0. Les 2 points. Je mets une tabulation print. J'ouvre les parenthèses et le double cote, la valeur de a est négative. Revenez à la ligne et j'écris else, les 2 points. Je mets une tabulation print. La valeur est égale à nul. Et voilà. J'enregistre. Revenons à la console et j'exécute mon programme à travers la commande Python 3. Et je donne par exemple la valeur 0. Et voilà le résultat. La valeur de 0 est nulle. Et j'exécute encore une fois le programme avec -6 par exemple. Et voilà mon message. La valeur de -6 est négative. Et parmi les structures de base qu'on a, on a une boucle. Alors, qu'est-ce qu'une boucle? En général, une boucle est une structure qui permet de répéter les mêmes instructions plusieurs fois. Tout comme pour les conditions, il y a plusieurs façons de réaliser des boucles. Au bout du compte, cela revient à faire la même chose, répéter les mêmes instructions un certain nombre de fois. Alors, une boucle est un bloc de code qui sera exécuté un certain nombre de fois. Premièrement, on a la boucle for. Alors, qu'est-ce qu'une boucle for? Une boucle for, comme j'ai déjà dit, est un bloc de code qui sera exécuté un certain nombre de fois. Mais le nombre d'itérations étant contrôlé par une variable, alors le nombre de fois est connu à l'avance. Et voilà la syntaxe de for. For in range, max, suite des instructions et après la suite de programme. Alors, cette boucle sera exécutée pour i variant de 0 à max -1, au maximum -1. Et nous passons maintenant à un TP pour expliquer. J'ai créé un fichier texte qui s'appelle for1.extension Python 3 et 1%. Alors, si vous voulez afficher les 10 nombres, vous devez utiliser la boucle for avec une seule instruction au lieu de 10 instructions. Alors, on met for i. Le rôle de i, c'est comme un compteur. Il range entre les parenthèses, par exemple, de 0 jusqu'à 10, les 2 points. Revenons à la ligne et mets une tabulation. Et j'écris print i. J'enregistre et je vais à l'exécution par la commande suivante. Et voilà l'affichage des 10 premiers nombres. Bien sûr, elle va commencer par 0 jusqu'à 9. Et maintenant, si vous voulez afficher juste les nombres pairs, revenons à l'éditeur et on va pas afficher directement i, mais il faut tester est-ce que i est pair ou non. On va mettre if i modulo 2 égale 0. C'est-à-dire le reste de division de i par 2 égale à 0.
et je mets 2 points. Et dans ce cas-là, on va afficher i. Et voilà, j'enregistre et je reviens à la console pour l'exécution de programme. Et voilà les nombres pairs. Deuxièmement, la boucle while. Qu'est-ce qu'une boucle while? Cette boucle se retrouve dans la plupart des autres langages de programmation. Elle permet de répéter un bloc d'instructions tant qu'une condition est vraie. Et la différence par rapport à la boucle for, c'est que dans la boucle while, on ne connaît pas le nombre d'itérations. Et voici la syntaxe générale de la boucle while en Python. While une condition, un bloc d'instructions sera exécuté, puis la suite du programme. Et maintenant, je vais vous montrer un TP pour y voir plus clair. Alors, je vais lancer un éditeur en arrière-plan en tapant la commande gedit while.py3 %. On désire d'écrire 20 fois cette phrase. J'ai 18 ans, je suis encore jeune. Alors, écrire cette phrase à la main prend beaucoup de temps et un bon programmeur doit chercher la manière la plus élégante de ne pas répéter du code. Donc, je mets i égale à 0, while i inférieur à 20, deux points. Je mets la tabulation, print, j'ai 18 ans, je suis encore jeune. Et je mets i égale à i plus 1. J'enregistre. J'exécute mon programme en tapant la commande Python 3 while.py3. Et voilà. Et maintenant, nous allons parler de la fonction. Tout d'abord, la notion de fonction. Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction est un bloc de code réutilisable, exécute un traitement particulier en accord avec le nom qui lui a été donné. Une fonction peut être vue comme une boîte avec éventuellement des entrées et éventuellement des sorties. Alors, elle existe deux types de fonctions. Les fonctions prédéfinies du langage ainsi que les fonctions venant de bibliothèques et d'autres fonctions que le développeur écrit lui-même. Dans cette vidéo, on va vous apprendre à écrire vos propres fonctions. Grâce aux fonctions, votre code sera mieux structuré. On dit que sera plus modulaire. Car un programme monolithique à gauche n'est pas un programme bien conçu. Elle est difficile à développer et à modifier. Par contre, un programme bien conçu se compose de petits modules, des fonctions et un programme principal qui est appelé les fonctions. Pour déclarer une fonction en Python, la syntaxe est la suivante. On utilise le mot-clé def, puis le nom de la fonction. Entre les parenthèses, on met les paramètres et le caractère de point. Et puis, indenter par rapport à cette ligne le corps de la fonction, c'est-à-dire les suites d'instructions. Et voici un exemple très simple d'une fonction. Voici notre premier exemple, la définition d'une fonction sans paramètres, dont l'objectif est affiché dans la console un message. Après le nom de la fonction bonjour, on met des parenthèses qui ne contient rien, car il n'y a pas de paramètres à cette fonction. Et on met le caractère de point, et qui est indenté par rapport à cette ligne une instruction print. On écrit notre message. Par exemple, on écrit bonjour. Nous allons appeler cette fonction dans le programme principal. Et on écrit bonjour et on met des parenthèses. J'enregistre et je reviens à la console pour exécuter le programme. Il nous obtient à la console bonjour. Cette fonction n'a pas de paramètres. En passant maintenant à notre type de fonction, des fonctions avec les paramètres. Alors, si l'on veut déclarer un paramètre, c'est-à-dire un moyen de passer une donnée en entrée de la fonction, pour cela, il suffit de mettre quelque chose entre les parenthèses. Par exemple, j'écris def, bonsoir,
et je passe un nom comme un paramètre de ma fonction, les deux points, et j'écris mon message print. Bonsoir, par exemple, plus non plus. Et dans le programme principal, j'appelais ma fonction à travers bonsoir, j'ouvre les parenthèses, le double code et j'écris par exemple les aris. J'enregistre et je reviens à la console pour exécuter mon programme. Et voilà, bonsoir les aris. On passe maintenant à un nouveau type de données qui s'appelle les listes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une liste? Les listes sont des objets qui peuvent contenir d'autres objets. Ce sont donc des séquences comme les chaînes de caractères. Mais au lieu de contenir des caractères, elles peuvent contenir n'importe quel objet. Alors, on va s'occuper du concept des listes avant de voir tout son intérêt. Alors, je vais vous montrer un travail pratique au niveau de la création de listes, l'ajout d'un élément à la fin de la liste et enfin l'insertion d'un élément dans la liste. Alors, je vous laisse avec le TP. J'ai déjà démarré l'interpréteur Python 3 dans ce terminal et je vais là. J'ai déjà démarré l'interpréteur Python 3 dans Gedit, l'éditeur de texte là. J'ai déjà démarré l'interpréteur Python 3 dans Gedit et je vais définir ma première liste. Cette liste que je vais mettre dans une variable, cette variable que je vais appeler par exemple liste. La liste est caractérisée par des crochets et je peux mettre n'importe quel type d'objet entre les crochets. Par exemple, je peux mettre 3,8. Je peux mettre aussi un caractère C. Je peux mettre -6, -6 et voilà. Ma liste est dans la mémoire et pour vérifier, je tape print, j'ouvre les parenthèses et le nom de la liste. Liste. Je ferme la parenthèse. J'enregistre et je l'exécute avec la commande Python 3. Et voilà, ma liste est dans la mémoire. Et pour pouvoir accéder à n'importe élément de la liste, on désigne le numéro d'ordre. Par exemple, si je souhaite accéder à l'élément dans le numéro d'ordre 3, je tape print, j'ouvre les parenthèses, le nom de ma variable liste, et j'ouvre le crochet, et je mets le numéro d'ordre, par exemple 3. J'enregistre et je l'exécute. Et voilà, il nous donne -6. Parce que les éléments de la liste commencent toujours par l'élément d'indice 0. Ensuite, pour pouvoir ajouter un élément à la fin de la liste en utilisant la méthode append. Par exemple, si on souhaite d'ajouter 6 à la fin de la liste, je mets le nom de ma variable liste.append. J'ouvre les parenthèses, par exemple 6. Et je ferme la parenthèse. Et je vérifie à l'aide de la méthode print. Liste. J'enregistre et je l'exécute. Et voilà, il nous ajoute 6. Et finalement, pour insérer un élément dans la liste, est très simple. Pour insérer un objet dans la liste, à l'endroit voulu, on utilise pour cela la méthode insert.
et je mets le nom de ma liste, point, insert, le numéro d'ordre, par exemple 2. À l'élément d'ordre 2, je veux mettre le caractère V par exemple. Et j'ai vérifié à l'aide de la fonction print. J'enregistre et je l'exécute. Et voilà. Un module, c'est tout simplement un fichier dans lequel vous allez avoir un ensemble de variables et un ensemble de fonctions. Et ce fichier-là, il faut l'importer pour avoir l'accès aux fonctions qui se trouvent dedans. Et voici une liste de modules de base en Python. Il y a le module random, et c'est une fonction permettant de travailler avec des valeurs aléatoires. Math, il contient toutes les fonctions utiles pour les opérations mathématiques, par exemple cosinus, sinus, l'exponentielle, etc. Sys, c'est une fonction système. Os, c'est une fonction permettant d'interagir avec le système d'exploitation. Time, c'est une fonction permettant de travailler avec le temps. Calendar, c'est une fonction de calendrier. Profil, c'est une fonction permettant d'analyser l'exécution des fonctions. Urlib2, c'est une fonction permettant de récupérer des informations sur Internet. Pour être plus clair, je vais vous montrer un exemple. Mais premièrement, je dois lancer un éditeur en arrière-plan. Alors, par exemple, pour pouvoir utiliser la fonction cosinus en Python, il va falloir lui dire d'importer le module math. Et ça va être un fichier qui va contenir plein de fonctions mathématiques. Donc, pour ce faire, on doit utiliser le mot-clé import, espace et le nom du module math. Ensuite, dans notre programme, on va avoir l'accès à la fonction en écrivant le nom du module math, point, le nom de la fonction cos. Et là, on met notre angle qui est en radian, par exemple 1,5. Et on peut l'afficher par la fonction print. Donc, j'enregistre. J'exécute mon programme en tapant la commande Python 3 cos.l'extension. Et voilà le cos de la valeur 1,5. On peut changer l'angle en mettant ici, par exemple, 0. Et voilà le cos de 0. Alors, une question qui on peut se poser, c'est pourquoi importer les modules et pourquoi Python ne chercherait-il pas directement toutes les fonctions qu'il a? Donc, tout simplement, parce qu'il a beaucoup de fonctions et s'il les charge tout à chaque fois, ça va alourdir le temps de chargement de programme et ça va le rendre plus long. Donc, il vaut mieux de dire à Python d'importer certaines fonctions qu'on est sûr de les utiliser. Il y a une autre manière pour importer un module, en utilisant le mot-clé from et en mettant import et la fonction que l'on veut du module. Par exemple ici, on va mettre import cos. Et là, on va pas mettre math.cos, mais on va mettre juste cos. Et après l'enregistrement et l'exécution du programme, on obtient le même résultat. Yeah!